Rodolphe Töpffer voyage en zigzag entre nouvelles, romans et bandes dessinées. En France, Rodolphe Töpffer est mal connu, mais dans sa patrie, la Suisse, il a laissé de nombreux souvenirs. Son buste est sur une place de Genève. Dans cette ville qui décerne chaque année un prix Töpffer de la bande dessinée, il existe un théâtre Rodolphe Töpffer, un lycée privé Töpffer et bien sûr une rue du même nom. Nous allons examiner cet homme et son œuvre. Sa vie sera d'abord présentée, son apport à la peinture ensuite, ses romans et ses nouvelles en troisième lieu, puis ses dessins humoristiques. Enfin, nous terminerons par ses voyages dans les Alpes. Ce n'est pas un plan génial car il consiste à passer son œuvre en revue, livre après livre. Mais, devant une boîte de chocolat, il y a deux attitudes possibles, disserter savamment sur leur qualité ou les goûter à la file et sans retenue. C'est la seconde méthode qui est ici choisie. On ne suivra pas l'ordre chronologique dicté par la vie de Töpffer, car il faisait tout au même moment pour ne pas dire en même temps. Par ailleurs, comme il fut directeur d'une institution d'enseignement, il se demanda longtemps s'il était convenable pour lui de publier des romans et des histoires drôles. En conséquence, il y a parfois une décennie, ou plus, entre l'écriture d'un texte et sa communication au grand public. La datation de ces différentes productions est donc malaisée. Cette conférence s'appuie en particulier sur les références suivantes. Deux biographies, Blondel et Mirabeau d'une part, Relave d'autre part. Trois préfaces dans deux romans, l'une de Sainte-Beuve et l'autre de Larive. La correspondance de Töpffer, conservée par la famille puis publiée. Des travaux universitaires sur la bande dessinée au XIXe siècle de Filio et de Claude. Les sites web Töpferiana et bdzoom.com dévolus à ces questions. Enfin, et bien sûr, lecture des nombreux ouvrages de l'auteur. Töpffer a un beau style d'écriture. Des centaines et des centaines de phrases pourraient être retenues au titre de citations, si bien que choisir judicieusement des extraits est difficile. Pour le moins, cela laisse le goût amer d'une sélection terriblement partielle et sans doute partiale. Heureusement, la plupart de ces œuvres ont été numérisées par la BNF et sont donc facilement accessibles. Il faut aussi consulter la BNR, la Bibliothèque numérique romande, la vie de Rodolphe Töpffer. Le grand-père de Rodolphe était un ouvrier allemand des plus modestes, tailleur d'habits, immigré en Suisse en 1764. Le père de Rodolphe, Adam Töpffer, fut d'abord ouvrier graveur sur métal dans une horlogerie, puis graveur en taille douce, puis aquarelliste, enfin artiste peintre à l'âge de 35 ans. Il peignait de superbes scènes de genre, bien dans le style du XVIIIe siècle. Il a vendu des œuvres dans toute l'Europe. Dans les salles spécialisées, le moindre de ses dessins vaut actuellement 4000 € et ses toiles majeures jusqu'à 400 000 €. L'impératrice Joséphine lui acheta un tableau, Les Noces villageoises. Voyons quelques autres tableaux de cet artiste de très grande qualité. Beaucoup sont dans des collections particulières, si bien que les références précises sont impossibles à donner. Aussi des dessins, des lavis et des caricatures. D'ailleurs, il avait un petit aspect corrosif. À la sortie du temple, on voit que les bourgeois détournent leur regard du mendiant. Adam était un autodidacte cultivé. Sa conversation avait, paraît-il, du piquant. Il séjourna à Paris en 1807. Là, il eut des contacts avec différents marchands d'art
et se lia avec le peintre Horace Vernet. Mais la vie mondaine ne l'intéressa pas. Il préféra rentrer en Suisse. Par la suite, le modeste atelier de Genève servit de salon où Adam Topfer recevait la bourgeoisie locale. Son fils Rodolphe, né à Genève le 31 janvier 1799, il a hérité les talents de dessinateur de son père et est à bonne école. Il rêve aussi d'être peintre. En plus, il accompagne son père dans des excursions faites dans la campagne autour de Genève pour trouver des sujets de tableaux. Alors il dessine et cela lui plaît. Mais Adam cherche plutôt à le dissuader de devenir peintre. En voyage à Londres, il écrit à son fils, je cite, « Mon voyage ici m'a fait connaître 3 choses. La première, c'est qu'il faut étudier. La seconde, qu'il faut étudier. Et la troisième, qu'il faut étudier. » C'était bien là une parole d'autodidacte qui a souffert de son manque initial d'instruction. Faire des études est d'autant plus indispensable pour Rodolphe que sa vocation de peintre risque d'être compromise. Il y voit mal. Il craint la lumière vive, voit passer des filaments devant ses yeux et fatigue sa vue anormalement vite. Il gagne Paris, 1819-1820, pour consulter des spécialistes, sans succès. Il en profite pour étudier à la mode du temps, c'est-à-dire en choisissant comme il l'entend des cours et conférences donnés au public par des personnalités. Il va à l'Institut, écoute Biot, Arago, Thénard, Laplace. En réalité, les lettres classiques et le grec l'attirent principalement. De Paris, il écrit à son père et lui parle des enseignants qu'il s'est choisis. On voit se forger une personnalité faite de vive intelligence, d'humour, ayant du recul sur ce qu'il entend, n'hésitant pas à rire des trop belles phrases bien enrobées qu'on débite du haut de quelques chairs célèbres. Rodolphe sait cela, sens aigu de l'observation et du détail, humour sans limite, autre que le refus de la méchanceté. Rentré à Genève, il est attristé. Il comprend que peindre lui est refusé. Il entre alors comme maître d'école dans la pension dirigée par le pasteur Heyer. Peut-être pourrait-il lui succéder et acquérir ainsi une position digne de ses capacités. Mais la chose ne se fait pas, car le pasteur a un fils qui prend la suite. À l'époque, les écoles privées de Suisse ont excellente réputation. On inscrit ses enfants chez le père Grégoire Girard, à Fribourg. Il invente le tutorat des petits élèves par les grands. On les éduque aussi dans la pension Pestalozzi, à Yverdon, où les élèves doivent apprendre par eux-mêmes et poser des questions s'ils ne comprennent pas. Et ils sont notés, chose étrange pour l'époque. On envoie aussi ces petits à l'école d'agriculture d'Hoffville, fondée par von Fellenberg. Elle sera l'un des modèles de l'enseignement agronomique français installé plus tard. Pour vivre, Rodolphe donne aussi des leçons de grec. C'est peut-être comme cela qu'il a rencontré mademoiselle Anne-Françoise Moulinier, même si un biographe dit qu'elle est l'amie de sa sœur. Toujours est-il que la jeune fille est séduite par son sérieux, sa culture, sa vive intelligence, son esprit brillant et joyeux. En novembre 1823, les jeunes gens se marient et cela fera un excellent ménage. Ils auront 4 enfants. Le portrait de la jeune femme a été réalisé par un ami d'Adam Topfer, le père donc, qui est Firmin Massot, un des meilleurs portraitistes de l'époque. Il peignit aussi l'impératrice Joséphine, Madame de Staël et quelques 250 autres personnalités. Vous avez là quelques exemples à droite. Et bien sûr, il peignit Rodolphe, tandis que le grand-père Adam Topfer peignait ses petits-enfants, au moins ses petits-fils. La confortable dot de la mariée tombe à pic. Rodolphe peut acheter, en 1824, une pension dont il devient le directeur au 14 de la promenade Saint-Antoine de Genève. C'est un beau bâtiment dans un quartier chic.
Il permet d'installer au rez-de-chaussée des salles de cours et une salle d'études. Au premier, la salle à manger pour les élèves et le bureau du directeur. Au troisième étage, les appartements privés et, encore au-dessus, les chambres des élèves. Il engage 2 ou 3 professeurs. Compte tenu du contexte suisse de l'époque, de la bonne réputation des Topfer, et aussi de l'ouvrage que Rodolphe vient opportunément de publier pour se doter d'une stature d'enseignant. C'est une traduction des harangues de Démosthène. Le succès de la pension est immédiat. Les élèves affluent de toute l'Europe. Les 40 places disponibles sont prises. Pendant les travaux en salle d'études, le directeur surveillera son petit monde, tout en faisant autre chose. Dans ce contexte, il va écrire des nouvelles, des romans et des histoires accompagnées de dessins qu'il réalise lui-même. Et il perfectionne un procédé d'édition pour multiplier facilement ses œuvres avant que sa réputation lui ouvre la porte des grands éditeurs. Cela va durer 20 ans. Il s'absorbe tellement dans sa tâche qu'il sort un jour précipitamment de la salle d'études pour que les élèves ne le voient pas pleurer. Il écrivait alors la fin tragique d'une de ses héroïnes. Un important trait de caractère de Topfer est la place qu'il accorde à l'amitié. Ils sont 4 du même âge et qui ne se quittent guère. Ils se sont rendus ensemble à Paris pour faire des études, sont revenus en même temps s'établir à Genève et se réunissent une fois par semaine, le mardi, pour souper de concert. Citons tout d'abord David François Munier, théologien et pasteur, confident de Rodolphe. Il est une figure de Genève, car à la fois professeur, journaliste, chapelain des prisons, etc. Dans le groupe, il y a aussi Abraham Pascalis, mathématicien, et Arthur Auguste Delarive, que vous avez ici, physicien. Il est aussi associé étranger de l'Académie des sciences de Paris. Ces 3 amis de Topfer sont membres de l'Académie de Genève. Il s'agit en fait d'une université polythématique à peu près privée. Ils aideront leur ami Rodolphe à y devenir professeur en 1832. On va créer pour lui une chaire académique qui s'intitule « Belles lettres et rhétorique générale ». Topfer s'y sentira mal à l'aise. Ce n'était pas sa vocation. Il détestait la part administrative de la tâche, y compris faire passer les examens aux étudiants. Et les étudiants, victimes de ses remarques ironiques, ne l'aimaient pas toujours. Dans le cercle restreint des amis de Topfer, il faut mentionner aussi Jean-André François Louis Duval, que vous avez là. Il a épousé Ninette, la sœur de Rodolphe. Duval succédera à son propre père comme joaillier de la cour impériale de Russie. C'est chez ce riche collectionneur, mécène et peintre amateur qu'ont lieu les soupers du mardi, y compris quand Duval doit abandonner ses amis pour prendre un poste de consul à Saint-Pétersbourg. Le fils de Ninette, et donc neveu de Topfer, Louis-Étienne Duval, sera peintre. En résumé, l'ascension sociale de son père, sa femme, ses amis, inscrivent Rodolphe dans le cadre de la haute bourgeoisie protestante de Genève. Pendant près d'une décennie, Munier, Pascalis, Larive et Topfer auront la haute main sur les affaires de l'Académie de Genève. Concrètement, ils piloteront l'enseignement, la recherche et influenceront l'opinion en ville. Tous sont conservateurs comme Topfer qui écrit, je cite, « Quelle vaste carrière n'aura pas ce principe d'égalité, admis comme le droit, le devoir, la fureur de s'égaler à plus élevé que soi ». Topfer fait aussi de la politique. Rappelons quelques éléments du contexte. Au XVIIIe siècle, la Suisse est une sorte de république, dirigée par des protestants, agitée de quelques sursauts, mais très prospère. Imprimerie, horlogerie. En 1798 éclate la révolution vaudoise, suivie de l'entrée du général Brune en Suisse. Le canton de Genève est rattaché à la France sous le nom
de département du Léman. La défaite de l'Empire, dès 1813, libère Genève, qui se proclame indépendante et se dote d'une constitution rédigée à la va-vite. Le régime ancien est restauré, en particulier le suffrage censitaire. Mais dès 1815, la raison l'emporte et Genève rejoint le reste de la Confédération helvétique dont elle avait été séparée un moment. Dans ce contexte, en 1834, Topfer devient membre conservateur du Parlement du canton de Genève. À l'époque, les idées sociaux-démocrates gagnent progressivement le Parlement et la rue. En 1841, c'est l'émeute. Le régime est contraint d'évoluer. La démocratie est instituée et le suffrage universel instauré, du moins pour les hommes. Des couvents sont fermés en 1841. Topfer, qui pourtant n'hésite jamais à brocarder moines et curés catholiques, lui qui est protestant, écrit en humaniste, je cite, « Ces retentissantes brutalités qu'a gratuitement prodiguées au couvent d'Argovie le radicalisme genevois nous ont semblé non pas seulement déplacées, stupides, nauséabondes, mais pénibles et parfaitement propres à détacher de nous de bons amis. » Il ne supporte pas le nouvel état d'esprit et démissionne du Parlement cette année-là. L'année suivante, en 1842, il fonde avec ses amis le Courrier de Genève, organe de presse dans lequel il joue un rôle central en écrivant beaucoup d'articles. Il s'agit de lutter contre les révolutionnaires en les ridiculisant. Mais la publication vivra peu de temps. Elle sera supprimée en mars 1843. Le 3 octobre 1846, les sociaux-démocrates veulent terminer ce qu'ils ont commencé. Le faubourg de Genève se révolte, envahit le Parlement, obtient une nouvelle constitution. L'homme fort des temps nouveaux est James Fazy, qui a fait ses études en France. Il est intelligent, ambitieux, audacieux. Il va moderniser Genève. Les fortifications anciennes, devenues inutiles, sont détruites. Des artères sont percées. Le commerce est encouragé. Les très conservateurs professeurs de l'Académie de Genève sont contraints à la démission, ceux que nous avons cités, mais aussi Pyrame de Candolle. James Fazy laissera un souvenir mitigé, en dépit de ses actions bénéfiques. D'ailleurs, il finira par être chassé lui-même en 1864 après des erreurs de gestion. Une autonomination dans une charge académique et un don national qu'il se fera attribuer. Il se réfugiera en France, terre d'accueil comme il se doit. Topfer ne verra pas tous ces événements qu'il n'eût pas manqué de brocarder. En effet, à partir de 1841, date de son voyage à Venise, il se sent malade. Il tarde à voir un médecin. Il devrait pourtant, car il détecte une grosseur qui augmente progressivement sur son côté gauche. Mais il continue à travailler, car il veut finir plusieurs publications, et il sent que ses jours sont comptés. Ses douleurs sont un peu anesthésiées par les succès d'édition qu'il obtient alors. En revanche, la pension Topfer périclite légèrement, car il délègue beaucoup, et sans doute trop à ses professeurs. En 1844, il voit arriver le moment où il ne pourra plus marcher pour accompagner ses élèves en excursion. Il écrit, je cite, « Des voitures, dites-vous, des calèches mollement suspendues éloigneront ce funeste moment. Hélas, autant vaut dire au vieillard qui perd ses dents, la vue, l'ouïe, un râtelier, des besicles, le cornet, et tu seras jeune, et que te manquera-t-il? Non, arrière ces mensonges. Eh bien, plutôt sachons prévoir d'avance pour les accepter ensuite de bonne grâce. L'automne au sortir de l'été et l'hiver au sortir de l'automne. Il consulte enfin. On lui diagnostique une hypertrophie de la rate, à moins que cela soit du foie. Ses forces l'abandonnent progressivement. Il meurt le 8 juin 1846. Il avait 47 ans.
Apport de Töpffer à l'art de peindre et de dessiner. Pour publier ses histoires illustrées, Töpffer développe l'autographie. Tout le monde connaît la lithographie qui oblige à dessiner à l'envers sur une pierre de calcaire très fin. L'autographie consiste à réaliser un dessin à la plume avec une encre adaptée sur une feuille de papier qui a été enduite en face supérieure d'une couche de colle d'amidon. La feuille est ensuite plaquée par cette face supérieure sur la pierre. L'encre est ainsi transférée. On travaille donc à l'endroit puisque la pierre reçoit le dessin à l'envers. Ceci facilite l'écriture des textes. Le procédé permet d'obtenir jusqu'à 500 exemplaires. Antérieurement, la méthode était employée pour reproduire des factures ou des pièces comptables. Töpffer montre qu'elle est aussi utilisable pour des dessins extrêmement fins, comme les siens, s'ils sont tracés avec une plume adéquate. Pour le prouver, il édite un opuscule qui comprend 12 paysages autographiés et autant de drôleries, dit-il, obtenues par le même procédé. C'est une constante chez Töpffer, partager les expériences techniques ou artistiques qu'il fait. Devenu professeur à l'Académie de Genève en 1832 et élu au Conseil représentatif du Parlement de Genève en 1834, Töpffer se sent investi d'une sorte de mission. Inciter les artistes locaux à peindre et à faire connaître les paysages de leur pays. C'est qu'il y a urgence. Dans le domaine de la description picturale des Alpes, 3 noms émergent alors, tous étrangers à la Suisse. L'anglais William Brockeden, l'anglais William Henry Bartlett, le français Jules-Louis Frédéric Villeneuve. Pour Töpffer, il ne s'agit plus seulement de représenter d'aimables scènes champêtres, plus ou moins conventionnelles et inventées, telles que vaches et bergères, mais aussi de peindre sur place et en altitude, je cite, les déserts radieux, les cimes majestueuses, les gouffres effroyables, les sonores solitudes, les plateaux embaumés où éclate la gentiane. Pour une fois, notre auteur se laisse emporter par un lyrisme que d'habitude il combat. Il fait connaître ses idées dans des articles de presse, comme l'indique une exposition tenue à Genève en 1996. 2 artistes principaux suivront la voie ainsi tracée. D'abord François Didet, qui prendra la tête de ce qui fut appelé à Genève École de la peinture alpestre. Il avait d'abord suivi des cours chez le père de Rodolphe. Voilà encore un tableau de François Didet. Et d'autre part Alexandre Calame, qui fut l'élève du premier. Son Mont Rose aurait été inspiré par des dessins de Töpffer, avec lequel il devint ami. Son Orage à la Handecke ressemble furieusement au tableau similaire de Didet. Les 2 peintres se sont amusés. À Paris, dans son atelier, Calame aura pour élève le Montpelliérain Eugène Castelnau, qui avait fait ses études secondaires en Suisse. Ses œuvres ne nous touchent plus guère, car d'un style trop vu, mais il faut bien réaliser qu'à l'époque, elles représentent une voie d'expression nouvelle. Töpffer veut partager aussi son approche du dessin et de la peinture. Pour cela, il publie divers opuscules à partir de 1830. Puis il stocke des textes qui seront réunis et édités pour la première fois en 1848, c'est-à-dire après sa mort, sous le titre « Menu propos d'un peintre genevois », ce qu'il n'était pas exactement. Il y explique l'art de peindre. Il traite du sens du beau, des objectifs, copie versus création, des procédés, traits, couleurs, reliefs, des outils, encre, pinceau, papier. Il écrit en particulier de superbes pages sur l'encre de Chine, elles sont souvent citées par ses biographes. Certaines idées paraissent maintenant discutables.
Par exemple, il ne conçoit ni ne prévoit l'impressionnisme, c'est-à-dire une peinture où la couleur l'emporte sur le trait des contours. Il donne cependant des analyses très pertinentes et fines sur toutes sortes de points techniques ou artistiques. Cela pourrait être sérieux et ennuyeux. Mais Topfer est plein de verve, d'humour. Il apostrophe le lecteur, convoque pour ses démonstrations Rembrandt, Ténier, Ruysdael, Claude Le Lorrain et bien d'autres. De digression en digression, il donne son opinion sur les femmes, sur l'empereur de Russie, les Chinois, l'esclavage, la cuisine, etc. Au passage, il massacre Victor Hugo. Il ne s'épargne pas non plus et, pour alléger le propos, il n'hésite pas à donner des titres amusants à ses chapitres. Par exemple, comment l'auteur se mêle de ce qui ne le regarde pas. Puis dans le chapitre suivant, où l'auteur retrouve sa route. Pour lui, les artistes possèdent un sixième sens. La bosse non pas des maths, mais bosse du beau. Il écrit « L'artiste voit, il sent, il veut exprimer ce qu'il sent, et non pas imiter servilement. » Mais il reconnaît la difficulté de définir la beauté. Il indique « L'homme ne lèvera pas le voile derrière lequel rayonne le principe générateur du beau. D'ailleurs, nous ne saurions nous en affliger. Car s'il est des choses où le mystère vaut mieux pour l'homme que la connaissance, ce doivent être celles où la poursuite est plus féconde pour lui que la possession. » En écrivant cet ouvrage remarquable sur un art que l'état de ses yeux l'empêchait largement de pratiquer, il prend sa revanche sur l'adversité et exprime, autrement que par le pinceau, la puissance de sa vision artistique. Des critiques diront que c'est le meilleur ouvrage jamais paru sur l'art de peindre. Voyons maintenant les nouvelles et les romans. Topfer est de son temps. Il a lu Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre. Il est influencé, même s'il s'en défend. Peu âgé, il se plaît à décrire les élans de la jeunesse, les premiers émois amoureux en particulier. C'est enlevé et drôle. Il écrit par exemple « Avant d'avoir échangé un mot avec cette jeune fille, je me propose de l'épouser. » Mais à la fin des récits, l'emporte toujours la raison et l'honneur, parfois même l'esprit de sacrifice. La soumission à la volonté paternelle est une constante. Il rédige d'abord 3 nouvelles qu'il regroupe en les imbriquant pour en faire, en 1837, un récit plus important. C'est La bibliothèque de mon oncle, partiellement autobiographique. Il y relate sa jeunesse et ses premiers amours. Présentons le début pour donner le ton. Un jeune homme est consigné 2 jours dans sa chambre pour avoir fait une énorme trace d'encre sur une page du livre de son précepteur, avec l'aide d'un hanneton, il est vrai. Poursuivant un rat, il réussit à s'introduire dans la pièce voisine, la bibliothèque de son oncle. Il ouvre le premier livre qui traîne et le dévore. C'est l'histoire d'Héloïse et Abélard. Malheureusement, le rat l'avait dévoré avant lui, s'attaquant évidemment aux pages les plus croustillantes. Pas de chance, d'autant plus que dans son télémaque, le précepteur avait déjà caviardé les pages relatives à la belle Calypso. Mais une jeune fille inconnue entre dans l'immeuble où lit le jeune homme. Elle se rend avec son vieux père dans l'atelier d'un peintre qui habite au-dessus dans le bâtiment. Le jeune homme attend le moment propice et ouvre la porte de l'appartement où il se cache quand elle passe. Il réussit à embrasser seulement le chien, plus porté que sa maîtresse aux effusions spontanées. Ainsi va le récit gai et sans temps mort, mais il n'est pas limité à des choses futiles. C'est l'occasion, par exemple, de poser la question « Quel orgueil pousse un vieil homme à vouloir laisser à ses héritiers un portrait de lui quelque peu arrangé ?» Le succès de la nouvelle est immédiat. Les 400 exemplaires sont vite épuisés, il faut un nouveau tirage. La bibliothèque de mon oncle va devenir un classique, comme le montrent les multiples éditions. D'autres nouvelles suivent. L'ensemble sera regroupé, après la mort de l'auteur, sous le titre général « Nouvelles genevoises ».
Détenteurs d'une production de Topfer assez riche, les éditeurs, qui à l'époque s'arrogeaient tous les droits et pas seulement les leurs, feront varier le contenu de ces nouvelles, si bien que suivant les éditions, elles contiennent ou non tel ou tel récit. Le Presbytère est le premier grand roman de Topfer. Il est publié par morceaux qui seront rassemblés sous forme définitive en 1839. Le thème est le suivant. Charles et Louise se connaissent depuis l'enfance et ils s'aiment. Charles est orphelin. Il a été élevé par un pasteur, M. Prévert. Louise vit seule avec son père, M. Rébaz, qui en chante le dimanche à l'office du temple. Ce dernier rêve pour sa fille d'un parti plus important que cet enfant pauvre, même s'il est aimable, sérieux et travailleur. Et ce parti se présente, c'est Ernest, fils de Madame de la Cour. Jusque-là, sa vie a été dissolue, mais il est riche, amoureux fou de Louise, et sa mère ne supporte pas de le voir malheureux. Rébaz hésite. C'est alors qu'intervient Champin, un concierge de Genève. Cet homme sans scrupule indique à Madame de la Cour et à Rébas qu'il possède des documents pour empêcher tout mariage entre Louise et Charles. Pour les communiquer, il veut juste une petite récompense qui lui permettra d'acheter une maison au cœur de Genève. Ouverts, les documents prouvent que Charles, bébé, a été abandonné à la porte du temple par des bohémiens. Le premier chapitre est rédigé comme si Charles l'écrivait. C'est touchant et plein de délicatesse. Nous voyons naître l'amour entre les deux jeunes gens. Je cite. Nous arrivâmes ainsi près d'un ruisseau assez rempli d'eau pour rendre le passage difficile, à pied sec du moins. Aussitôt je proposai à Louise de la porter sur l'autre rive. Je l'avais fait 100 fois. Elle refusa, et tandis que, surpris, je la regardais, une vive rougeur se répandit sur son visage, en même temps que 1000 impressions confuses me faisaient rougir moi-même. C'était comme une honte, jusqu'alors inconnue, qui nous porta ensemble à baisser les yeux. Le cœur du roman est présenté sous forme épistolaire, le lecteur découvrant l'histoire au travers des très nombreuses lettres que les protagonistes s'adressent. C'est pourquoi la structure est simple. Charles, Louise et Ernest sont élevés chacun par un seul parent avec un seul domestique qui prend parfois la responsabilité d'indiquer par lettre l'inquiétude que son jeune maître ou que sa jeune maîtresse lui inspire. Louise mourra de chagrin, tandis qu'Ernest se suicidera. Quant à Charles, il deviendra pasteur et trouvera dans de longues études la consolation de son immense chagrin. Dans ce cœur de roman, les lettres des protagonistes sont rédigées dans un style différent suivant les personnages, en relation avec leur origine sociale et leur région de naissance. Sainte-Beuve dira qu'il y a là matière à étude pour Émile Littré et pour l'Académie française. Mais Louise n'en finit pas de mourir de chagrin, et le lecteur, même compatissant, envisage d'abréger ses souffrances en sautant quelques pages. Cependant, il faut se replacer dans l'époque. Le presbytère remporta un succès important, en particulier à Genève. Ceci facilita l'entrée de l'auteur dans l'académie de la ville. Dans le dernier chapitre, Charles reprend la plume, et Topfer derrière lui. Il conduit une réflexion sur les caractères des personnages et sur ce qui motive leur action. C'est une analyse fine et en même temps optimiste. Les fautes seront pardonnées, sauf celle de l'abominable Champin. Sainte-Beuve et l'écrivain savoyard Xavier de Maistre font connaître Topfer jusque dans la revue des Deux Mondes. Maistre écrit à des amis, je cite, « C'est un livre excellent et du plus grand intérêt. On y trouve des caractères qui se font aimer et admirer. C'est une troisième Héloïse, qui vaut mieux, à mon avis, que celle de Rousseau. » Ce n'est pas un mince compliment. Rosa et Gertrude est le second et important roman de Topfer. Il parut par épisode dans le journal L'Illustration en 1844. L'auteur est alors malade. En tant que livre, le texte sera publié après la mort de Rodolphe.
Examinons la trame. Deux jeunes personnes, installées dans un hôtel de Genève, sont importunées dans la rue par un jeune homme qu'elles semblent déjà connaître. Un pasteur qui passait par là intervient et finalement les prend sous sa protection. Mais la situation est étrange. Elles attendent le mari de l'une d'elles. Il a disparu. Bientôt, elles n'ont plus d'argent pour payer leur hôtel. Elles se défont de leurs bijoux et de leurs atours, qui sont ostentatoires. Le pasteur propose d'écrire à leur famille. Effrayées, elles refusent. Qui sont-elles? Des femmes de mauvaise vie? Des demoiselles abusées par des séducteurs? D'honnêtes filles entraînées dans une aventure qui les dépasse? Le suspense dure tout le roman, qui est fort bien construit. À l'époque, la critique est réservée, pour ne pas dire choquée. C'est que la confrontation entre un ministre du culte et les bas-fonds de Genève a un côté sulfureux. Par exemple, Topfer fait dire au bon pasteur qu'il se rend chez une prostituée pour lui souturer des informations. La chambre offrait les particularités d'un ameublement tout entier et exclusivement combiné en vue des abjectes nécessités d'une profession honteuse. Pourtant, Topfer donne une belle leçon. L'honnêteté, la simplicité, une conduite conforme aux préceptes religieux, triomphent des plans les plus machiavéliques ourdis par de mauvaises gens. Et ce n'est pas manichéen. Dans le roman, le vice s'observe chez des pauvres comme chez des riches, et la vertu chez des riches comme chez des pauvres. D'une certaine façon, c'est un testament dans lequel l'auteur rappelle les valeurs auxquelles il croit. Amour de Dieu, honnêteté, sincérité, piété familiale. Toutefois, le texte reste son époque. On y pleure beaucoup d'émotions. Un calcul informatique, le conférencier aime cela, indique que l'on sanglote toutes les 4 pages en moyenne. Et l'on s'y baise, entendez, on s'y embrasse. Et l'on s'y caresse, entendez, on s'y tapote les mains, à toutes les occasions. Rodolphe a écrit au moins 8 pièces de théâtre, qu'il joue avec ses élèves pour les former. Il considère que ce sont des bouffonneries destinées à réjouir ses amis, mais sans valeur littéraire, si bien qu'elles n'ont pas à être diffusées. Elles sont donc difficiles à trouver. Dans Les Grimpions, du verbe grimper peut-être, il met en scène une famille bourgeoise dont le père veut oublier qu'il a été ouvrier horloger afin de mieux marier sa fille. Du coup, quand il reçoit, il retire de son salon les pendules qui portent sa signature. Rodolphe se souvient sans doute de son enfance qu'il relate ainsi avec humour. Voyons maintenant les bandes dessinées. Topfer illustre différentes publications de croquis présentant les lieux ou les gens. Puis il a l'idée de réduire à peu de choses le texte et d'augmenter les dessins. Il appelle cela « histoire en estampe ». Mais nous avons pris l'habitude de dire bande dessinée. La question se pose pour les spécialistes. Rodolphe Topfer est-il l'inventeur de la bande dessinée? En réalité, il n'a pas découvert le procédé, car les hommes préhistoriques sur les murs des cavernes dessinaient déjà les scènes qu'ils avaient vécues. Plus près de nous, la tapisserie de Bayeux est une superbe bande dessinée du XIe siècle, et il y a bien d'autres exemples. Topfer indique que la suite de 8 tableaux réalisés par le peintre anglais William Hogarth a constitué pour lui une sorte de révélation. C'est l'histoire d'une jeune provinciale venue à Londres sur l'invitation de personnages peu recommandables. C'est ce que vous avez ici. On la prostitue. Elle est riche et satisfaite à un moment. On la voit exhiber une belle montre et boire du chocolat, mais les messieurs font la queue à sa porte. Puis la maladie survient et ensuite la mort. Elle est là, dans son cercueil. Mais si Topfer n'a pas inventé les procédés de la bande dessinée, il a donné à cette dernière sa forme moderne,
c'est-à-dire sa structure en dessins très nombreux, volontiers humoristiques, organisés en une histoire complète et réunis en album. Il en créera 7 en tout. Histoire de Monsieur Jabot, Monsieur Crépin, Monsieur Vieuxbois, Docteur Festus, Monsieur Pencil, Histoire d'Albert, Histoire de Monsieur Cryptogame. On ne sait pas s'il faut ajouter ici un 8e album intitulé Monsieur Tric-Trac, inachevé par Topfer vers 1830 et édité bien après sa mort en 1937 puis 1988. Topfer l'aurait-il signé? Cela n'est pas sûr. Examinons rapidement quelques-uns des albums publiés par l'auteur de son vivant pour comprendre leur ressort comique. Monsieur Crépin cherche le précepteur adéquat pour l'éducation de ses enfants, mais il est confronté à la diversité des méthodes pédagogiques à la mode, toutes aussi néfastes les unes que les autres. Ici, il faut apprendre les mathématiques dans Télémaque. C'est constant chez Topfer, comme chez beaucoup d'humoristes modernes. On raille l'actualité. Monsieur Vieuxbois, dont le nom indique bien qu'il n'est plus de la première jeunesse, tombe immédiatement amoureux de toute femme qu'il rencontre, jeune ou vieille, belle ou laide, qu'elle soit seule ou bien accompagnée d'un mari. Illico, il met un genou à terre et déclare sa flamme. Bien sûr, cela se termine mal. De chagrin, il se tue 10 fois, se rate et recommence. Le comique vient de la répétition des situations semblables. C'est peut-être dans cette histoire que Topfer se montre le plus créatif. Verve déjantée et dessins malins sont au rendez-vous. Le docteur Festus est un savant qui traverse la vie en restant perdu dans ses pensées. À l'époque de Topfer, on est porté sur l'astronomie. Entre 1690 et 1787 se déroule ce que l'on pourrait appeler la bataille d'Uranus. On découvre ce corps céleste. On en fait successivement une étoile, puis une comète, enfin une planète que les anciens n'avaient pas vue. C'est l'occasion de se moquer des académiciens et sociétés scientifiques. Les observations et les discussions sans fin sont brocardées. Nous sommes en 1840. Comme l'album a du succès, Topfer se lance à lui-même un défi. Transformer cette aventure dessinée en un livre de 160 pages, les planches de l'album devant alors servir d'illustration au texte nouveau. L'exercice de traduction d'une langue dans une autre, dit l'auteur, est réalisé en moins d'un an. Topfer fait dire à son savant qu'il y a une décision rapide à prendre. Plusieurs solutions alternatives, également possibles, se présentent à l'esprit du docteur, qui résolut d'attendre les données que lui fournirait les faits. Monsieur Pencil, autre album de Topfer, correspond à une farce sans thème majeur. On y moque les femmes, les peintres du dimanche, les astronomes et le télégraphe, dont le moindre dysfonctionnement se traduit par des messages erronés, indiquant par exemple l'arrivée du choléra. Cela provoque l'intervention de l'armée. L'effet boule de neige est un ressort comique chez Topfer. De petites causes entraînent de grandes catastrophes. Monsieur Cryptogame est la dernière histoire en estampe de Topfer. Le héros s'intéresse principalement aux papillons, mais il papillonne. Il a une maîtresse, Elvire. Il se demande, je cite, s'il est bien propre à faire son bonheur, et, secondairement, si Elvire est bien propre à faire le sien. Il cherche à la fuir. Ce n'est pas facile, car elle a du tempérament et court vite. Elle finira ses jours dans une explosion de rage. Littéralement, elle éclate quand elle apprend qu'il s'est marié avec une belle et grosse provençale. Un des amis de Topfer adresse un album autographié à Sainte-Beuve, qui est séduit, encourage l'auteur et le fait connaître. Mais la diffusion principale va être faite par Jacques-Julien Dubaucher, Suisse d'origine, cousin de Topfer, installé à Paris comme éditeur.
Avec 3 autres personnes. Celui-là fonde le journal L'Illustration, dont le premier numéro sort en mars 1843. Comme son nom l'indique, ce support offre une grande place à l'image et au dessin. Monsieur Cryptogame y est publié, feuille par feuille, en 1845. C'est ce que vous avez là, à droite. Un très large public est touché. Hélas, pour assurer l'édition en un grand nombre d'exemplaires, les dessins doivent être repris par xylographie. Or Töpffer n'a plus ni la santé ni le temps pour réaliser la conversion. On se tourne vers Cham, illustrateur qui a publié en 1839 des albums dans le style inventé par Töpffer. On ne sait pas si Rodolphe apprécie qu'on s'adresse à son principal imitateur. Mais il n'a pas le choix, car Cham est justement dessinateur chez Dubochet. Pour le journal L'Illustration, il doit faire vite. Il a repris directement ce qu'il voyait, si bien que les images ont été retournées. C'est ce que vous avez là. En outre, et peut-être sur ordre de l'éditeur, il a donné de l'épaisseur aux personnages, alors que Töpffer s'en tenait au trait des contours. Les vestons ou les chapeaux deviennent des aplats noirs ou gris. On voit ici comparé sur quelques dessins l'édition originale par autographie et en haut et l'édition par xylographie en bas. La qualité initiale n'est pas conservée. On s'en aperçoit concernant les visages qui ont été copiés trop vite. D'un trait économe, Töpffer savait croquer la joie, la surprise, et ici, le dépit d'un vieil homme contraint de jouer à Colin-Maillard. Tout cela est largement gommé dans la reproduction. Les transformations de ce type touchent les dessins de Töpffer réalisés pour d'autres albums ou pour des ouvrages dès lors que l'édition se fait à fort tirage. Donc les livres trouvés chez les bouquinistes sont illustrés non pas par Töpffer, mais d'après Töpffer. Cependant, la BNF et quelques collectionneurs disposent d'éditions originales. Dans le journal L'Illustration, le succès est immédiat. Cela stimule la diffusion des productions antérieures de notre auteur. À l'époque, le genre dessiné est totalement nouveau. Il séduit. Bientôt, il y a des éditions pirates, aussi nombreuses que celles venues de Genève et autorisées. Elles sont facilitées par le fait que Töpffer, pour préserver sa réputation de directeur d'établissement, n'a pas signé ses albums, au moins dans les débuts. Prenons l'exemple de M. Vieuxbois, récemment étudié par un universitaire, Claude, signalé en bas. L'édition originale paraît à Genève en 1837. 2 ans après, une édition pirate sort à Paris. Töpffer réagit immédiatement en produisant une version augmentée qu'il fournit à un deuxième éditeur de Genève. Mais l'éditeur parisien a davantage de relais et de correspondants. C'est à partir de la copie qu'il a faite qu'apparaîtront ensuite les éditions piratées de Londres et de New York. Vous avez ici l'édition pirate de New York. Cet éditeur parisien et délicat est la maison Aubert, située passage Véro-d'Oda. Il reproduit aussi, sans la moindre autorisation, M. Jabot et M. Crépin. Il a même le toupet de créer une collection de drôleries qu'il intitule Les Jabots. C'est donc un titre de Töpffer, et à laquelle collaborent différents artistes de l'époque. Rodolphe est furieux, mais ne perd pas son sens de l'humour. Sans citer nommément Aubert, il indique, je cite, « contrefaçon bâtarde, entreprise par des forbans, Doda, Véro, Véreux ou autres. » Au contraire, en Allemagne, les éditions sont autorisées. Non seulement Töpffer lance l'engouement pour les bandes dessinées, mais il définit les règles cardinales pour l'édition de ce type de publication. Jusqu'en 1880 au moins, ses successeurs travailleront comme il le faisait lui-même, c'est-à-dire format à l'italienne des albums, cases séparées par des traits et contenant les images, dessins limités aux contours essentiels, Töpffer y tient beaucoup,
légende placée sous les images, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore utilisation des bulles, avec souvent une distance risible entre texte et commentaire. Titre faisant référence aux aventures de personnages imaginaires. Topfer ne se contente pas de réaliser des BD. Il les théorise en publiant un ouvrage dans lequel il cherche et explique comment on peut dessiner des têtes qui révèlent le parfait imbécile ou la brute épaisse. C'est l'époque où les savants croient pouvoir faire de la physionomie, ou comme on dit alors, de la physiognomonie. Le dernier avatar de la méthode est la craniologie de sinistre mémoire. Mais Topfer n'est pas dupe. Il écrit aussi, dans ce même ouvrage, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Dès l'apparition des premiers albums de Topfer, et pendant un demi-siècle, une foule de dessinateurs vont fabriquer des bandes dessinées selon les mêmes canons. L'époque se prête à ce genre de publication qui accompagne alors le développement de la presse écrite. Dans le groupe des continuateurs et parfois imitateurs, on trouve des artistes travaillant en France, Belgique, Angleterre, Suède, Suisse, Allemagne, Autriche, Portugal, Espagne et Pays-Bas. Il serait fastidieux de lister ici tous ceux que Topfer a influencés, au moins dans les débuts de leur carrière. Signalons seulement les noms les plus célèbres. Georges Colomb, dit Christophe. Son œuvre est connue de tous, le sapeur Camembert, la famille Fenouillard et le savant Cosinus. Les emprunts de Christophe à Topfer sont des hommages qui tournent souvent au plagiat. Cham. On a vu qu'il avait xylographié les albums de son aîné. Il publie en particulier des bandes dessinées au titre topferien, Monsieur la Mélasse en 1830 et Histoire de Monsieur la Jaunisse en 1839. Et il faudrait encore citer Gustave Doré, Nadar et même Alfred Jarry, qui fit une pièce de théâtre à partir de Monsieur Vieuxbois et illustra le livret correspondant de dessins de Topfer. Il n'est pas un ouvrage moderne traitant de la BD qui ne signale le rôle éminent joué par Topfer dans l'histoire de ce média. En 2012, une collection complète et originale des 7 histoires en estampes a été vendue autour de 17 000 € par Sotheby's. Ces documents sont devenus rares puisque Topfer, on l'a vu, produisait peu d'exemplaires autographiés. Les illustrations présentées dans cette conférence, quand elles sont originales, sont extraites des collections de la BNF. Et voyons maintenant le dernier point, très important, les voyages en zigzag. Lorsqu'il était agent de la pension Heyer, Topfer avait eu à conduire les élèves en excursion. Il va reprendre l'idée pour sa propre pension et la développer à partir de 1825. Amener les jeunes gens en montagne lui semble très formateur de plusieurs points de vue. Il s'agit pour eux d'accepter l'effort, la vie en commun, et aussi le dévouement pour autrui quand un camarade a besoin d'aide, par exemple pour porter un sac devenu trop lourd. Les voyages se font avec les moyens de l'époque, et principalement à pied. Ils peuvent durer jusqu'à 30 jours. Aujourd'hui, il serait strictement impossible d'emmener en montagne 20 ou 25 gamins avec un ou deux accompagneurs seulement. À vrai dire, Madame Topfer était souvent du voyage. Impossible aussi de les perdre de vue, comme le faisait Topfer, qui envoyait un ou deux jeunes gens en avant-garde pour réserver leur passage à l'auberge. Mais il n'est jamais rien arrivé de fâcheux. Topfer prend des notes qu'il utilise pour rédiger des comptes rendus d'excursion. Il les illustre et adopte un style humoristique. Il multiplie ses textes par orthographie et les distribue. Les retours sont très favorables. Il se décide donc à passer à l'édition en grand nombre. En 1832 paraît le premier voyage sous le titre « Excursion dans les Alpes ». L'année suivante sort « Voyage à la Grande Chartreuse » et « Voyage à Milan ». En 1844, ces textes sont réunis sous le titre de « Voyage en zigzag d'un pensionnat en vacances » et publiés.
Après sa mort, en 1854, les autres comptes rendus de voyage seront rassemblés et édités sous le titre Nouveau voyage en zigzag. Pour enrichir un peu ces deux ouvrages, les éditeurs leur ont ajouté des illustrations en pleine page. Rares sont celles qui reprennent réellement des croquis originaux de Topfer. Parmi ces illustrateurs en quelque sorte de seconde main, mais célèbres en leur temps et susceptibles d'attirer des lecteurs, il faut citer en particulier Alexandre Calame, excellent peintre, nous l'avons vu, et par ailleurs ami de Topfer. Karl Girardet, qui est né à Neuchâtel et est mort à Paris. Son neveu, Eugène Girardet, sera un peintre orientaliste célèbre. Au cours de sa vie, Karl aura illustré aussi La Nouvelle Héloïse, Les Fables de La Fontaine, un ouvrage de Louis Figuier, etc. La vie de Topfer correspond à une période où les Européens découvrent les Alpes. Cela commence avec les écrivains qui, faute de route, explorent les vallées. D'abord Jean-Jacques Rousseau, dont La Nouvelle Héloïse prend pour cadre final le château de Chillon à l'extrémité du Léman. Ensuite Goethe, qui voyage dans les Alpes et le raconte en 1775, 79, 97. Et bien sûr Lamartine, qui viendra au lac du Bourget. En même temps entrent en scène les alpinistes. Balma et Picard gravissent le Mont Blanc pour la première fois le 8 août 1786. Suivent les naturalistes, qui viennent là pour scruter la montagne. Elle est scientifiquement une des dernières frontières. Le plus emblématique d'entre eux, Horace Bénédicte de Saussure, parcourt tout le massif et grimpe sur le Mont Blanc un an après la première ascension. Ultérieurement, il publie ses 4 volumes des voyages dans les Alpes qui ont un grand succès, y compris auprès de Topfer. Il mélange considérations scientifiques, récits de voyage et anecdotes. Enfin intervient l'épopée napoléonienne. Le canton de Genève devient français, nous l'avons dit. L'empereur veut des routes pour faciliter la traversée du massif alpin. Il les fait tracer. C'est dans ce contexte que William Broquedon, dont le nom a déjà été mentionné, peut accéder au col alpin, les dessiner et publier son ouvrage Passes of the Alps, donc col des Alpes. Même la peinture religieuse s'inscrit dans le même courant de conquête alpine. Bref, les Alpes sont à la mode. L'époque veut de l'émotion. Comme le dit Claude Reichler dans un ouvrage dédié à Saussure, on organise une gradation dans la perception. On part de l'aimable pour passer au grand et au beau, au sauvage, au majestueux, au terrible, au sublime. Et le sublime ne va pas sans une dose d'effroi face aux immenses séracs, voire d'horreur au-dessus des précipices. Topfer ne supporte pas ces exagérations. Il décrit au contraire une Alpe riante, sympathique, paisible. Par goût plus que par calcul, il va donc occuper avec ses voyages en zigzag un créneau humoristique et serein qui n'a pas encore été investi. Le succès est considérable. Pour Sainte-Beuve, ses récits sont les grands chefs-d'œuvre de Topfer. Donnons quelques extraits, sachant que dans chaque page des textes, il y a matière à sourire. Topfer et sa petite troupe d'élèves visitent les îles Borromée. Ils sont agacés de devoir passer successivement de guide en guide. Il écrit, je cite, « Après quoi le touriste paie, et il est remis aux mains d'un Cicérone qui lui explique les mimosas et les cactus, autres petits jussieu insulaires, l'inné babillard, qui vous en donne pour votre argent. Heureusement pour nous, ce barbare est appelé pour crucifier une autre société, on pense au crucifère, et il nous confie à une jeune paysanne toute timide et qui est bien éloignée de vouloir nous botaniser le moins du monde. Assurément, la botanique est à notre gré l'une des plus recommandables sciences, une science que nous choisirions de préférence s'il nous fallait absolument être savants. Mais il faut qu'une science, comme une personne, pour ne pas déplaire, se tienne à sa place. »
L'aubergiste présente sa note à M. Topfer. Elle est conforme au prix fixé, mais le bonhomme ajoute: Voilà, vous voyez que je vous traite en ami. Ainsi, si vous avez été content, vous ajouterez ce que vous trouverez juste. Quel diable de raisonnement, dit Topfer. C'est comme si on disait tant pour le prix raisonnable, tant en sus pour l'amitié, dont il suivrait qu'à Ivray, c'est à côté de Turin, rien ne serait plus profitable qu'une légère inimitié avec l'hôte. De toute manière, les moyens de la caravane d'étudiants sont limités. On lit dans un compte-rendu d'excursion. Monsieur Topfer paie tristement la note. L'argent va vite en Piémont. Il lui prend des terreurs pour l'avenir, des remords pour le passé, des angoisses pour le présent. La troupe s'arrête pour demander sa route. Laquelle, monsieur, faut-il prendre? Oh, c'est à savoir. L'une est plus longue, mais l'autre est aussi courte. Quand je vais à Coire, c'est dans la vallée du Rhin, moi, je prends celle d'en bas. Je prends aussi celle d'en haut. Vous ferez bien de vous y tenir. Elle est mieux tracée, et l'autre aussi. Et Topfer ajoute: c'est tout ce que nous pouvons tirer de cette irrésolue. Rencontre avec un fonctionnaire des douanes. Ce personnage monte sur le pont, flaire les passagers, sonde les regards, se fait livrer les passeports, et malheur à qui ne serait pas 10 fois en règle. Il se verrait à la merci de ce misérable, un de ces hommes dont l'administration décore la boutonnière afin qu'il ne soit pas jeté à l'eau par le premier gentleman venu. À propos des catholiques et des protestants, Poschiavo, à l'extrême sud-est de la Suisse, est un bourg mixte. Topfer veut savoir si les deux cultes y vivent bien ensemble. On lui répond: c'est selon. Vous m'entendez bien? Quand on excite les chèvres, elles se cornent. Que les bergers le veuillent, les troupeaux se mêleront et chacun en aura plus d'herbe. Et comme le bonhomme a peur d'en dire plus, il ajoute: excusez, je m'arrête ici pour boire une chopine. À propos des guides de Chamonix. Ils bornent leur service à marcher devant vous, vous laissant à vous-même le soin de franchir un mauvais pas, de porter votre manteau, votre parapluie, et de vous rendre 1000 petits services à volonté. À propos des spécialistes des sciences de la Terre, qui est la discipline du conférencier. Cette caravane se composait de 3 messieurs à pied et d'un mulet chargé de pierres. Ces messieurs étaient des géologues. C'est une charmante compagnie que les géologues, mais pour les géologues surtout. Leur manière est de s'arrêter à tout caillou, de pronostiquer à chaque couche de terre. Ils cassent les cailloux pour en emporter. Ils égratignent les couches pour en faire un système à chaque fois. Ah, c'est fort long. On en arrive à la conclusion. Topfer n'est pas un personnage banal. Il fut donc à la fois professeur, journaliste, dessinateur, graveur, auteur de romans, de pièces de théâtre, de nouvelles et de bandes dessinées. Il a vécu une époque de transition. Par son œuvre, il en est un magnifique témoin. Comme la quasi-totalité des personnages de cette conférence, il est né au XVIIIe siècle et est mort au milieu du XIXe. Par ses nouvelles et ses romans, par son engagement politique, Topfer est de l'ancien régime en Suisse, où la Révolution fut plus tardive qu'en France. Mais par ses méthodes pédagogiques, il est résolument moderne. Ferdinand Buisson le cite dans son dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire. Sur le site web du Club alpin français, à la page relatant l'histoire de l'institution, on lit, je cite, « La volonté des fondateurs du Club alpin d'avoir un projet éducatif construit conduira à la formation des caravanes scolaires, c'est donc un terme de Topfer,
sur les modèles existants en Suisse et en Allemagne et évoquer dans les récits de Rodolphe Töpffer ces fameux voyages en zigzag. Et les caravanes fonctionneront entre 1875 et 1940. Enfin, l'analyse de l'art proposée par Töpffer est remarquable. Il a compris, avant ses contemporains, que les peintres devaient s'éloigner de la simple représentation du réel. Cette imitation est à laisser, disait-il, à la machine de M. Daguerre. En plus, il a donné des impulsions à un courant nouveau en peinture et lancé la bande dessinée. Et tout cela avec le sourire et jusqu'au bout de sa vie, en dépit de ses problèmes de santé. Merci, monsieur Töpffer. Et on ne peut se dispenser d'ajouter que dans l'assistance, tout le monde dort, sauf un personnage au premier plan. Merci de votre attention.